Maman, tu as 48 heures pour sortir de ma maison. C'est mon cadeau de Noël que je me fais. Voilà les mots que ma fille Camille m'a dit en déchirant les papiers de l'acte de propriété devant mon visage. Je suis Aurélie, j'ai 73 ans, et jamais je n'aurais pensé découvrir le véritable caractère de ma fille unique d'une manière si brutale. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que moi aussi j'avais un cadeau de Noël pour elle, et vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Tout a commencé 3 jours avant Noël, quand les rues de Toulouse étaient recouvertes d'une fine couche de neige. J'étais dans la cuisine en train de préparer les traditionnels sablés de Noël, la recette de ma grand-mère que nous faisions toujours ensemble quand Camille était petite. L'arôme de vanille emplissait toute la maison pendant que j'attendais que ma fille arrive pour notre conversation annuelle sur les fêtes. À 45 ans, Camille était devenue une femme élégante, cadre dans une entreprise de marketing digital. Mariée avec Philippe depuis 10 ans, ils habitaient dans un appartement luxueux au centre-ville, mais n'avaient jamais eu d'enfants. Les enfants gênent la carrière, maman, disait-elle toujours quand j'abordais le sujet. Quand la porte s'est ouverte, j'ai immédiatement perçu que quelque chose était différent. Camille est entrée sans me saluer, les yeux froids comme l'hiver dehors. Philippe était derrière elle, évitant mon regard. « Maman, il faut qu'on parle », dit-elle en jetant un dossier de documents sur la table de la cuisine. « C'est à propos de la maison. » Mon cœur s'est emballé. Cette maison à Toulouse, dans le quartier historique de Saint-Cyprien, c'était toute ma vie. Je l'avais achetée il y a 35 ans avec l'argent de l'héritage de mon père, après que mon mari Henri nous ait abandonnés quand Camille n'avait que 8 ans. Chaque brique de cette maison gardait nos souvenirs, les premiers pas de Camille dans le jardin, les Noëls que nous avions passés ensemble, les nuits où elle pleurait dans mes bras après des cauchemars. Quel genre de conversation, ma chérie, demandai-je en essuyant mes mains sur mon tablier. Camille ouvrit le dossier et étala plusieurs papiers sur la table. Tu te souviens quand tu m'as mise comme copropriétaire de la maison il y a 5 ans? Pour faciliter les démarches légales quand tu vieillirais? Je me souvenais parfaitement. L'avocat avait suggéré cela pour éviter des complications futures avec les impôts et l'héritage. Camille avait insisté que c'était juste une formalité, qu'elle voulait m'aider à mieux organiser les finances. Oui, bien sûr que je me souviens. Et alors? Le sourire qui apparut sur son visage me glaça le sang. C'était un sourire que je n'avais jamais vu auparavant, froid, calculateur. Philippe et moi avons décidé qu'on veut vendre la maison. Le marché immobilier est en hausse, et ce quartier se valorise beaucoup. On peut obtenir plus de 800 000 € pour elle. Mes jambes tremblèrent. Je me suis agrippée au bord de la table pour me soutenir. Vendre? Camille, c'est ma maison. Notre maison. Techniquement, maman, c'est notre maison. Et en tant que copropriétaire, j'ai le droit de vendre ma part. En fait, elle feuilleta les papiers jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Selon ce document que tu as signé l'année dernière, j'ai le droit majoritaire sur la propriété. Mon monde s'est écroulé. Je me souvenais vaguement d'avoir signé quelques papiers que Camille avait apportés, disant que c'était des mises à jour nécessaires, des documents de la maison. Je lui faisais entièrement confiance, c'était ma fille, après tout. Mais Camille, où vais-je habiter? Cette maison, c'est tout ce que j'ai. Philippe parla finalement, sa voix sonnant répétée, « Aurélie, il existe beaucoup de résidences pour personnes âgées très bien ici à Toulouse. Avec l'argent de la vente, tu peux en payer une bonne, et il restera encore une somme considérable. Résidence pour personnes âgées. » Les mots résonnèrent dans ma tête comme une sentence de mort. Moi qui avais toujours été indépendante, qui avais élevé ma fille seule, qui avait travaillé comme institutrice pendant 40 ans, maintenant j'allais être mise de côté comme un vieux meuble. Et si je ne veux pas vendre, demandai-je en essayant de garder ma dignité. Camille soupira, comme si elle avait affaire à une enfant capricieuse. Maman, tu as 73 ans. Tu n'es plus capable de t'occuper convenablement de cette maison. Regarde, le jardin est mal entretenu,
la peinture s'écaille, tu n'arrives même plus à monter au grenier pour chercher les décorations de Noël. C'est mieux pour tout le monde. Chaque mot était un coup de poignard. C'était vrai que l'entretien de la maison était plus difficile, mais j'étais encore parfaitement capable de vivre seule. Je faisais ma propre cuisine, je m'occupais de mes finances, je conduisais ma petite Peugeot 208 pour faire les courses. En plus, continua Camille, Philippe et moi pensons à acheter une maison plus grande. On veut avoir des enfants bientôt, et on aura besoin d'espace et d'argent. Maintenant il voulait avoir des enfants. Après des années à me refuser la joie d'être grand-mère, maintenant il découvrait le désir d'être parent juste au moment où ils avaient besoin de l'argent de ma maison. Camille, s'il te plaît, pense à ce que tu fais. Cette maison a une histoire, des souvenirs. Maman, arrête ce drame. Ce ne sont que des briques et du bois. Les souvenirs restent dans le cœur, pas dans de vieux murs. Que des briques et du bois. Comment pouvait-elle réduire toute notre vie à cela? Le ton de sa voix était devenu plus dur, plus déterminé. Écoute, maman, on a déjà tout organisé. L'agent immobilier viendra demain matin pour les photos, et nous avons rendez-vous avec le notaire jeudi. Jeudi? Mais c'est dans 2 jours. Exactement. C'est pour ça qu'il faut que tu commences à emballer tes affaires. Mon esprit fonctionnait à toute vitesse. Comment ma propre fille pouvait-elle me faire ça? Comment la petite fille que j'avais bercée dans mes bras, que j'avais soignée quand elle était malade, que j'avais encouragée dans tous ses rêves, pouvait-elle maintenant me traiter comme un obstacle? J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je en essayant de gagner du temps pour traiter tout cela. Il n'y a pas de temps, maman. On a déjà trouvé un acheteur. Un investisseur qui veut transformer la propriété en appartement de luxe. Il paie comptant et veut conclure l'affaire avant le nouvel an. C'est alors que s'est produit l'impensable. Camille prit l'acte de propriété original de la maison, celui que je gardais dans mon coffre, et, devant mes yeux, le déchira en morceaux. Ce n'était qu'une copie de toute façon, dit-elle en jetant les morceaux à la poubelle. Le véritable acte de propriété est déjà chez le notaire. La vente sera officialisée dans 48 heures. Camille, comment peux-tu faire ça? C'est simple, maman. Tu as 48 heures pour faire tes affaires et partir. Considère ça comme mon cadeau de Noël que je me fais, enfin je vais avoir l'indépendance financière que j'ai toujours voulu. Philippe mit la main sur l'épaule de sa femme, comme si c'était elle la victime de la situation. Aurélie, comprends que c'est le mieux pour tout le monde. Camille et moi pouvons commencer notre famille, et tu auras tous les soins nécessaires dans une résidence spécialisée. Spécialisée en quoi? En se débarrasser des personnes qui avaient dédié leur vie entière à leur famille? Je regardais autour de ma cuisine, les rideaux que j'avais cousus à la main, les casseroles en cuivre que ma mère m'avait données quand je me suis mariée, le petit vase avec des fleurs séchées que Camille m'avait offert pour la fête des mères quand elle avait 12 ans. Tout cela allait disparaître, être vendu ou jeté comme si ça n'avait aucune valeur. Après leur départ, je suis restée seule dans la cuisine, entourée par l'arôme des sablés qui maintenant me semblait amer. J'ai regardé autour de ma maison, les rideaux que j'avais cousus à la main, les meubles que j'avais achetés pièce par pièce au fil des ans, les photos de Camille grandissant éparpillées sur les étagères. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai marché dans la maison, touchant chaque objet, chaque souvenir. Dans la chambre de Camille, que j'avais gardée exactement comme elle l'avait laissée quand elle était partie se marier, il y avait encore les oursons en peluche, les livres d'école, le diplôme de fin d'études qu'elle n'avait même pas pris la peine d'emporter. Pendant que je restais là, dans cette chambre pleine de souvenirs d'une fille qui semblait avoir disparu, je me demandais où j'avais échoué. À quel moment Camille était-elle devenue cette femme froide et calculatrice? Quand avait-elle cessé de voir en moi sa mère pour ne voir qu'un obstacle à ses plans? C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose. Quelque chose que Camille ne savait pas. Je suis allé jusqu'à mon armoire, au fond, derrière les vêtements d'hiver, j'ai trouvé une petite boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvaient des documents que je gardais depuis des années, des documents que même moi je ne regardais plus depuis longtemps.
Parmi eux, il y avait une lettre. Une lettre qu'Henri, mon ex-mari, m'avait envoyée il y a 3 ans, peu avant de mourir. Dans celle-ci, il révélait quelque chose qui changerait tout. Quand j'ai ouvert la lettre et relu son contenu, un sourire lent s'est formé sur mon visage. Camille voulait me faire un cadeau de Noël? Quelle coïncidence, moi aussi j'en avais un pour elle. Et vous ne pouvez pas imaginer la surprise que je gardais. Une surprise qui ferait que ma fille apprendrait la vraie valeur de la famille, même si c'était de la manière la plus difficile possible. Parce que parfois, les leçons les plus importantes de la vie viennent emballées dans les paquets les plus inattendus. Vous ne pouvez pas arrêter de regarder maintenant. Qu'y avait-il dans cette lettre de mon ex-mari? Comment un simple bout de papier changerait-il complètement cette histoire? Et quel était exactement mon cadeau de Noël pour Camille? Je peux vous garantir que quand vous découvrirez la vérité, vous comprendrez que certains cadeaux de Noël peuvent changer une vie pour toujours. Continuez avec moi, parce que ce qui s'est passé les jours suivants fut quelque chose qu'aucun de nous n'oubliera jamais. Le matin suivant arriva gris comme mon humeur. Je me suis réveillé sur le canapé du salon, encore habillé avec les vêtements de la veille, serrant la lettre d'Henri contre ma poitrine. J'avais passé des heures à relire chaque mot, chaque révélation qu'il avait faite avant de quitter cette vie. Henri Dubois. Mon ex-mari qui nous avait abandonnés il y a 35 ans, me laissant seul avec une fillette de 8 ans et une montagne de dettes. Pendant toutes ces années, j'avais haï cet homme. Camille avait grandi en le haïssant aussi, le rendant responsable de tous nos problèmes financiers, de toutes les fois où nous avions dû économiser au supermarché, de tous les vêtements que nous achetions dans les friperies. Mais la lettre révélait une vérité que je n'avais jamais imaginée. Ma chère Aurélie, commençait la lettre, je sais que je n'ai pas le droit de demander ton pardon après toutes ces années, mais il faut que tu saches la vérité avant que je meure. Quand je vous ai quitté, toi et Camille, ce n'était pas par manque d'amour ou par irresponsabilité. C'était parce que j'avais découvert que j'avais un cancer en phase terminale et je ne voulais pas que vous me voyiez dépérir. Je pensais que ce serait plus facile si vous me haïssiez plutôt que si vous m'aimiez et souffriez de ma mort lente. Mes mains tremblèrent en relisant cette partie. Henri continuait. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que, pendant toutes ces années loin de vous, j'ai travaillé sans relâche. J'ai monté une petite entreprise d'importation qui a grandi au-delà de mes espérances. Je ne me suis jamais remarié, je n'ai jamais eu d'autres enfants. Tout ce que j'ai construit, c'était en pensant à vous deux. La lettre révélait alors le plus choquant. Aurélie, j'ai laissé un héritage considérable à Camille. Plus de 2 millions d'euros, investis et gardés dans un compte à son nom. La banque a dû la contacter il y a quelques mois. J'espère que cet argent pourra, d'une certaine façon, compenser mon absence et donner à elle et aux enfants qu'elle pourrait avoir une vie meilleure. 2 millions d'euros. Camille avait hérité de 2 millions d'euros et ne m'avait rien dit. Et malgré cela, elle voulait me sortir de ma maison pour obtenir encore plus d'argent. Le téléphone sonna, interrompant mes pensées. C'était Madame Rousseau, ma voisine de 80 ans. Aurélie, ma chérie, j'ai vu Camille sortir de chez toi hier avec un air très sérieux. Tout va bien? Madame Rousseau était comme une mère pour moi. Veuve depuis 15 ans, elle avait une sagesse de vie qui me réconfortait toujours dans les moments difficiles. Tu peux venir prendre un café, Marguerite? J'ai besoin de parler à quelqu'un. Une demi-heure plus tard, Marguerite était assise dans ma cuisine, écoutant toute l'histoire pendant que nous prenions le café et mangions les sablés qui n'avaient plus le même goût. Mon Dieu, Aurélie! Comment une fille peut-elle faire ça à sa propre mère? Je ne sais plus qui est ma fille, Marguerite. La Camille que j'ai élevée n'aurait jamais fait ça. Tu sais, dit-elle en regardant par la fenêtre de la cuisine, j'ai remarqué des changements en elle ces dernières années. Quand elle venait te voir, elle semblait toujours pressée, toujours en train de regarder son téléphone. Elle ne s'asseyait jamais vraiment, ne prenait jamais le temps de vraiment parler avec toi. C'était vrai. Je me souvenais maintenant de ces visites rapides, de ces conversations superficielles où Camille semblait ailleurs, préoccupée par des choses plus importantes que sa vieille mère.
Et cette façon qu'elle avait de critiquer tout dans la maison, continua Marguerite. Maman, tu devrais changer ces rideaux, maman, cette table est trop vieille, maman, tu as vraiment besoin de tous ces bibelots? Comme si rien de ce qui avait de la valeur pour toi n'en avait pour elle. Marguerite prit ma main avec ses mains ridées et chaudes. Et cette lettre? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette information? Je lui montrai la lettre d'Henri. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle lut à propos de l'héritage. Elle a 2 millions d'euros et veut encore vendre ta maison? Quel genre de personne est devenue cette petite? Une personne que je ne reconnais plus, répondis-je en sentant les larmes me brûler les yeux. Aurélie, tu dois la confronter avec cette lettre. Elle doit savoir que tu sais. À ce moment-là, une idée commença à se former dans ma tête. Une idée qui me fit sourire pour la première fois en 24 heures. Marguerite, tu connais l'avocat de la famille Martin? Celui qui a aidé quand Monsieur Martin est décédé? Maître Bernard? Bien sûr. Pourquoi? J'ai besoin d'un conseil juridique. Et il faut que ce soit aujourd'hui. 2 heures plus tard, j'étais dans le bureau de Maître Bernard, un homme élégant d'environ 60 ans, avec des lunettes de lecture et une expression sérieuse pendant qu'il analysait tous les documents que j'avais apportés, l'acte de propriété de la maison, la copie que je gardais, les papiers que Camille m'avait fait signer, et la lettre d'Henri. Madame Aurélie, dit-il après une analyse attentive, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. Commencez par les mauvaises, s'il vous plaît. Votre fille a effectivement des droits légaux sur la maison. Les documents que vous avez signés l'année dernière ont transféré 60% de la propriété à son nom. Techniquement, elle peut forcer la vente. Mon cœur sombra. Et les bonnes nouvelles? Un sourire apparut sur le visage de l'avocat. Les bonnes nouvelles, c'est que votre fille a commis une grave erreur. Elle ne peut pas vous expulser de la maison sans une ordonnance judiciaire, processus qui prendrait des mois. Et plus important, il prit la lettre d'Henri. Cette lettre est un document extrêmement important. Si nous arrivons à prouver que votre fille a reçu cet héritage et a malgré cela essayé de vous expulser pour vendre la maison, cela caractérise un abandon de personnes vulnérables et de la mauvaise foi. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie que nous pouvons contester la vente, alléguer une coercition morale, possiblement, annuler le transfert de propriété. Mais j'ai besoin que vous me disiez, êtes-vous sûr de vouloir entrer dans une bataille légale contre votre propre fille? Je regardais par la fenêtre du bureau. Dehors, les gens marchaient rapidement dans les rues de Toulouse, portant des sacs de cadeaux de Noël. Des familles entières passaient en riant, des enfants couraient entre les parents, des couples marchaient main dans la main. Maître Bernard, je ne veux pas une bataille légale. Je veux la justice. Et je veux que ma fille apprenne une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Qu'avez-vous en tête? J'expliquai mon plan à l'avocat. Au début, il fut hésitant, mais au fur et à mesure que je détaillais chaque étape, je vis ses yeux briller d'approbation. C'est risqué, Madame Aurélie. Mais si ça marche, ce sera toute une leçon. Alors faisons-le. Combien de temps avez-vous besoin? Donnez-moi 48 heures. Exactement le délai que votre fille vous a donné. Je sortis du bureau en me sentant plus légère que je ne m'étais sentie depuis des mois. Pour la première fois depuis que Camille était née, j'allais vraiment la prioriser, en priorisant son caractère, son humanité, son âme. Même si elle ne comprenait pas cela au début. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je ne faisais plus depuis des années, je suis allée au salon de coiffure. J'ai coupé mes cheveux, fait mes ongles, acheté des vêtements neufs. Si j'allais affronter ma fille, je le ferais avec dignité. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Camille dans le salon, fouillant dans mes affaires comme si elle était déjà propriétaire absolue de tout. Maman, heureusement que tu es arrivée. J'ai apporté quelques cartons pour que tu commences à emballer tes affaires. Le camion de déménagement vient demain. Le camion de déménagement? Oui, j'ai déjà trouvé une résidence pour personnes âgées très bien. Elle s'appelle Jardin de l'Espoir. C'est à seulement 20 minutes d'ici. Tu vas aimer.
Jardin de l'espoir. Quelle ironie. Camille, il faut qu'on parle. Il n'y a rien à discuter, maman. Tout est décidé. Je me suis assise dans le fauteuil que mon père m'avait donné quand je me suis mariée, la seule chose qui restait de ma famille d'origine. Tu as reçu quelques correspondances officielles ces derniers mois? De la banque, peut-être? Je vis une ombre passer sur son visage. Pourquoi tu demandes? Simple curiosité. Tu sais, avec l'âge, on s'inquiète des bureaucraties, des héritages. Je ne sais pas de quoi tu parles, répondit-elle, mais sa voix sonnait moins sûre. Camille, réponds-moi à une chose, est-ce que tu m'aimes? La question la prit par surprise. Elle arrêta de fouiller dans les cartons et me regarda. Bien sûr que je t'aime, maman. C'est pour ça que je fais ça. Pour ton propre bien. Pour mon propre bien, répétai-je. Et tu penses que me sortir de la maison où j'ai construit toute ma vie, où je t'ai élevé seule, où je garde tous nos souvenirs, c'est pour mon bien? Maman, tu ne comprends pas. C'est une question pratique. Tu vieillis, tu as besoin de soins. Je vieillis, acquiesçai-je. Mais je ne suis pas sénile. Je ne suis pas malade. Et je n'ai définitivement pas besoin d'être traitée comme un fardeau. Camille soupira, ce même soupir d'impatience qu'elle faisait quand elle était adolescente et que je la questionnais sur quelques bêtises. Écoute, c'est déjà décidé. Demain tu sors de la maison. Point final. C'est alors que j'ai décidé de donner un petit échantillon de ce qui allait venir. Camille, ton père est mort il y a 3 ans. Elle se figea. Nous ne parlions jamais d'Henri. Et alors? Cet homme ne signifie rien pour moi. Il a laissé une lettre pour moi. Dans cette lettre, il raconte beaucoup de choses intéressantes. Le visage de Camille pâlit légèrement. Quel genre de choses? Des choses sur toi. Sur l'argent. Sur des héritages que certaines personnes ont reçus et ont décidé de cacher à leur propre mère. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, essayant de calculer combien je savais. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle finalement, mais sa voix tremblait. Bien sûr que tu sais, ma chérie. Comme tu sais aussi que 2 millions d'euros suffiraient pour acheter 10 maisons comme celle-ci, sans avoir besoin d'expulser une mère âgée de sa propre maison. Camille devint livide. Elle laissa tomber le carton qu'elle tenait. Comment tu? Qui t'a dit? Ton propre père. Dans une lettre qu'il a écrite avant de mourir. Une lettre où il explique qu'il a travaillé toutes ces années en pensant à toi, gardant chaque centime pour te donner une vie meilleure. Il nous a abandonnés. Il ne me doit rien. Il était en train de mourir, Camille. Il avait un cancer et ne voulait pas qu'on le voie souffrir. Ça a peut-être été une mauvaise décision, mais elle a été prise par amour. Des larmes commencèrent à couler sur mon visage, pas de tristesse, mais d'une déception profonde. Et toi, ma fille chérie, tu as reçu cet héritage il y a des mois et tu as décidé de me le cacher. Pire que ça, tu as décidé de m'expulser de ma propre maison pour obtenir encore plus d'argent. Camille essaya de se ressaisir. L'argent de papa est à moi. Il me l'a laissé. Oui, il te l'a laissé. Et jamais je ne te demanderai un centime de cet argent. Mais utiliser cet argent tout en m'expulsant de chez moi? C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé qu'une fille à moi serait capable de faire. Maman, tu ne comprends pas. Philippe et moi on a des projets, des plans. Des projets qui valent plus que ta propre mère? Elle ne répondit pas. Elle prit simplement son sac et se dirigea vers la porte. Demain le camion sera ici à 9 heures. J'espère que tes affaires seront prêtes. Après son départ, je suis restée seule dans le silence de la maison. Mais contrairement à la nuit précédente, cette fois je n'étais pas désespérée. J'étais déterminée. Je pris le téléphone et appelai Maître Bernard. Docteur, c'est Aurélie. Confirmez tous les préparatifs. Demain sera le jour de vérité. Vous en êtes sûre, madame?
Je regardais autour de mon salon, vers les photos de Camille enfant souriant dans mes bras, vers les dessins qu'elle avait faits à l'école et que j'avais gardés toutes ces années, vers ses diplômes que j'avais encadrés avec fierté. J'en suis sûre. Il est temps que ma fille apprenne ce que signifie vraiment la famille. Et ainsi, je me préparais à donner à Camille le cadeau de Noël le plus important de sa vie. Un cadeau qui changerait tout pour toujours. Le matin du 23 décembre arriva avec un ciel lourd et menaçant, comme si même le temps savait que quelque chose d'extraordinaire allait se passer. Je me suis réveillée à 6 heures du matin, plus tôt que prévu, mais je n'arrivais plus à dormir. Mon cœur battait fort, pas de peur, mais d'expectative. J'ai pris mon petit déjeuner lentement, observant chaque détail de ma cuisine comme si c'était la dernière fois. À certains égards, c'était peut-être vraiment le cas. Peu importait ce qui se passerait aujourd'hui, rien ne serait plus pareil après cela. À 8h30, le téléphone sonna. C'était Maître Bernard. Madame Aurélie, tout est prêt. Les documents sont signés, les personnes sont en place. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de ma vie, docteur. Très bien. Souvenez-vous, ne montrez pas de nervosité. Agissez naturellement. Laissez-les créer eux-mêmes la situation. Compris. À 9h précises, j'entendis le bruit du camion s'arrêtant devant la maison. Je regardai par la fenêtre et vis Camille descendre de sa BMW noire, suivie par Philippe et 2 hommes qui étaient clairement responsables du déménagement. Elle était habillée comme si elle allait à une réunion d'affaires importante, tailleur bleu marine, talons hauts, cheveux attachés en un chignon parfait. Elle ressemblait plus à une cadre expulsant un locataire en retard de paiement qu'à une fille venant chercher sa mère. Philippe portait une planchette avec des papiers, probablement le contrat de vente et d'autres documents légaux. Il semblait mal à l'aise, évitant de regarder directement vers les fenêtres de la maison. Quand ils sonnèrent à la porte, j'attendis quelques secondes avant de répondre. Je voulais qu'ils voient que j'étais calme, en contrôle. « Bonjour, maman », dit Camille avec un sourire forcé. « J'espère que tes affaires sont prêtes. »« Bonjour, ma chérie. Entrez, s'il vous plaît. » Ils entrèrent dans le salon, et je vis Philippe regarder autour avec des yeux cupides, calculant probablement déjà comment serait la décoration après la rénovation. « Où sont tes valises ?» demanda Camille. « Ah, à ce propos. » Commençai-je en m'asseyant tranquillement dans mon fauteuil favori. J'ai changé d'avis. Le sourire disparut instantanément de son visage. Comment ça, changer d'avis? J'ai décidé que je ne vais pas sortir de ma maison. Philippe fit un pas en avant. Aurélie, nous avons discuté de cela. Vous n'avez pas le choix. Les papiers sont déjà signés, l'acheteur attend. Ah, l'acheteur, dis-je en souriant pour la première fois de la matinée. Oui, parlons de l'acheteur. Camille croisa les bras, adoptant une posture autoritaire qui me rappelait elle à 16 ans quand elle essayait de me convaincre de la laisser sortir plus tard. Maman, arrête ces bêtises. Les hommes du déménagement sont payés à l'heure. Réglons ça rapidement. Très bien. Réglons ça rapidement. Je me levai et allai jusqu'à la table où j'avais laissé un dossier avec des documents. Le même dossier que Camille avait apporté 2 jours avant, mais maintenant avec quelques ajouts. Camille, tu as dit que tu as un acheteur pour la maison, n'est-ce pas? Oui, un investisseur très sérieux. Et il paie combien déjà? 800 000 € comptant. Intéressant, murmurai-je en feuilletant les papiers. Et tu prétends garder quel pourcentage de cette vente? Philippe et Camille s'entre-regardèrent. Comment ça? Demanda-t-elle. Eh bien, tu as dit que tu es copropriétaire. Ça signifie que tu as droit à un pourcentage de la vente, n'est-ce pas? Combien exactement? Nous, on garde 60%, comme c'est dans les documents. Ah, oui. 60% de 800 000 fonds. 480 000 € pour toi, et 320 000 pour moi. Exactement. Et les 320 000 que je recevrai suffisent pour payer une bonne résidence pour personnes âgées pendant, combien de temps tu calcules?
Camille commença à s'impatienter. Maman, pourquoi toutes ces questions? On a déjà discuté de ça. C'est que je fais les calculs, ma chérie. Une bonne résidence coûte environ 3 000 € par mois. Avec 320 000 €, j'arriverai à payer, approximativement 106 mois. Moins de 9 ans. C'est suffisant, dit Philippe, voulant clairement en finir avec cette conversation. Pour une femme de 73 ans? Philippe, tu penses vraiment que je vais mourir avant mes 82 ans? Le silence dans la pièce était gênant. Camille regardait son mari comme si elle voulait qu'il résolve la situation. Maman, arrête de dramatiser. 90% des gens ne vivent pas au-delà de 85 ans. 90% des gens. Elle était littéralement en train de calculer mon espérance de vie pour justifier me sortir de chez moi. Je comprends, dis-je en gardant mon calme. Donc vous pensez que 320 000 € suffisent pour me faire vivre jusqu'à ma mort? Plus que suffisant, s'exclama Camille. Parfait. Alors j'ai une proposition. J'ouvris le dossier et sortis un document que Maître Bernard avait préparé. Comme vous pensez que 320 000 € sont plus que suffisants pour me faire vivre le reste de ma vie, je vais faire ceci, j'accepte de sortir de la maison en échange de cette somme, mais je veux tout à l'avance. Aujourd'hui même. Camille fronça les sourcils. Comment ça, à l'avance? Simple. Vous me donnez les 320 000 € maintenant, en liquide ou par virement bancaire, et je sors de la maison aujourd'hui même. Sans contestation, sans problèmes légaux. Philippe et Camille s'entre-regardèrent encore. Elle était clairement en train de faire des calculs dans sa tête. Mais maman, l'argent n'entre que quand la vente sera concrétisée. Ah, mais vous deux vous avez de l'argent, n'est-ce pas? Philippe a son entreprise, toi tu as, eh bien, tu as tes ressources. Je vis Camille avaler sa salive. Elle savait que je faisais référence à l'héritage d'Henri. Nous n'avons pas 320 000 € disponibles maintenant, dit Philippe. Dommage, répondis-je en remettant le document dans le dossier. Alors je pense que je ne peux pas sortir de la maison aujourd'hui. Maman, tu es impossible. Je suis pratique, ma chérie. Vous voulez que je sorte de ma maison aujourd'hui en me basant sur une promesse d'argent que je ne recevrai que dans le futur. Ça ne me semble pas une bonne affaire. Camille commença à marcher dans la pièce, clairement agitée. L'acheteur attend déjà. Alors vous auriez peut-être dû y penser avant de créer un délai si serré. C'est alors que Camille commit l'erreur que j'attendais. D'accord. J'ai l'argent. Philippe la regarda surpris. Camille, quel argent? Elle se rendit compte qu'elle s'était trahie, mais c'était trop tard. Nous avons quelques économies. 320 000 € d'économies, demandai-je innocemment. Ah là là, vous devez bien économiser. C'est un héritage, dit-elle finalement, évitant mon regard. Un héritage? De qui? Long silence. Philippe regardait sa femme comme si c'était une étrangère. De mon père. Ah, d'Henri, m'exclamai-je comme si c'était une surprise totale. Comme c'est merveilleux. Il t'a laissé de l'argent? Oui, mais ça ne te regarde pas. Bien sûr que non, acquiesçai-je. Mais puisque tu as cet argent, tu peux me payer ma part aujourd'hui même. Problème résolu. Camille était coincée et elle le savait. Si elle refusait de payer, elle devrait expliquer pourquoi elle ne voulait pas utiliser l'héritage du père pour résoudre rapidement la situation. Si elle acceptait, elle devrait admettre publiquement qu'elle avait assez d'argent et avait malgré cela voulu m'expulser de chez moi. Combien il a laissé? Demanda Philippe, clairement choqué de découvrir que sa femme avait caché un héritage. Camille me fusilla du regard. Elle savait que si je répondais, son mariage ne serait plus jamais le même. Pourquoi tu ne demandes pas à ta femme, suggérai-je délicatement. Camille, combien d'argent ton père a laissé? Elle murmura quelque chose d'inaudible. Je n'ai pas entendu, dit Philippe. 2 millions, répondit-elle finalement, les mots sortant comme si chacun faisait physiquement mal.
Philippe devint blanc. Les hommes du déménagement, qui jusqu'alors faisaient semblant de ne pas prêter attention, arrêtèrent de bouger les cartons. 2 millions d'euros, répéta Philippe, incrédule. Et tu ne me l'as pas dit? J'allais te le dire. J'attendais juste le bon moment. Le bon moment? Nous sommes mariés depuis 10 ans, Camille. Il ne s'agit pas de vous, interrompis-je doucement. Il s'agit de moi sortant de ma maison. Alors, Camille, tu acceptes de me payer les 320 000 euros aujourd'hui? Elle était entre le marteau et l'enclume. Si elle disait non, elle devrait expliquer pourquoi une femme avec 2 millions d'euros ne pouvait pas payer 320 000 pour résoudre la situation de sa propre mère. Si elle disait oui, elle perdrait une somme importante d'argent sans nécessité. Il faut que je réfléchisse. Il n'y a rien à réfléchir, dit Philippe, clairement furieux. Tu as 2 millions d'euros. Tu peux parfaitement payer ta mère et résoudre ça aujourd'hui même. Mais Philippe? Mais rien. Pendant des mois tu m'as fait croire qu'on avait besoin de vendre la maison de ta mère parce qu'on était serré financièrement. Et pendant tout ce temps tu avais 2 millions cachés? La discussion entre eux montait rapidement. C'était exactement ce que j'espérais qui arrive. Peut-être, dis-je en me levant, que vous deux avez besoin de parler de ça en privé. Je vais faire du thé. J'allai à la cuisine, mais laissai la porte entr'ouverte pour pouvoir entendre la discussion qui suivit. Camille, je n'arrive pas à croire que tu m'aies caché ça. Philippe, tu ne comprends pas. Cet argent est à moi. Mon père me l'a laissé, il ne nous l'a pas laissé à tous les deux. Mais nous sommes mariés. Il n'existe pas mon argent et ton argent quand il s'agit d'une somme pareille. C'est exactement pour ça que je ne l'ai pas dit. Je savais que tu voudrais tout contrôler. Contrôler? Camille, on parle de 2 millions d'euros. Avec cet argent, on pourrait acheter notre propre maison, avoir des enfants sans se soucier de l'argent, voyager dans le monde entier. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Après avoir vendu la maison de ma mère. Pourquoi on a besoin de vendre la maison de ta mère si tu as déjà 2 millions? C'était la question que j'attendais que quelqu'un pose. Parce que je veux qu'elle soit bien soignée. Mensonge, explosa Philippe. Tu veux l'argent. Tu veux les 2 millions de l'héritage et les 480 000 de la vente de la maison. Et quel est le problème? C'est mon droit. Ton droit? Camille, ta mère t'a élevé seule. Elle a travaillé toute sa vie pour te donner tout ce dont tu avais besoin. Et maintenant tu veux l'expulser de sa propre maison pour gagner plus d'argent? Je revins dans le salon portant un plateau avec du thé, comme si je n'avais rien entendu. Excusez le retard. Du thé, quelqu'un? Ils me regardèrent tous les deux comme si j'étais un extraterrestre. Philippe était rouge de colère, Camille était pâle comme un fantôme. Madame Aurélie, dit Philippe, je ne savais pas pour l'héritage. Si j'avais su, jamais je n'aurais accepté cette histoire de vendre votre maison. Comme c'est gentil de votre part, Philippe. Maman, dit Camille, essayant de reprendre le contrôle de la situation, on peut résoudre ça de façon civilisée. Je vais te payer les 320 000 euros, et tu sors de la maison aujourd'hui. Tout le monde est content. Eh bien? Commençai-je en servant le thé calmement, maintenant que je sais que tu as 2 millions d'euros, je trouve que 320 000 c'est très peu. Comment ça? Camille, tu as 2 millions d'euros. Pour toi, 320 000 c'est seulement 16% de ce que tu possèdes. C'est comme si quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois était obligé de payer 320 euros. Ce n'est pas une somme proportionnelle au sacrifice que tu me demandes. Philippe commença à sourire. Il prenait clairement plaisir à voir sa femme confrontée. « Combien tu veux ?» demanda Camille entre ses dents. « 1 million. » Le silence qui suivit fut absolu. Même les hommes du déménagement arrêtèrent complètement de bouger. « 1 million d'euros ?» répéta Camille, incrédule. « Exactement. La moitié de ton héritage. Après tout, ton père a travaillé toutes ces années en pensant à nous deux, n'est-ce pas? C'est juste que j'en reçoive la moitié.
Mais il m'a laissé l'argent à moi. Il l'a fait. Et je te demande que tu, volontairement, partages une partie avec moi. Après tout, c'est ce que font les familles, n'est-ce pas? Elles partagent? Camille regarda Philippe, cherchant du soutien, mais ne trouva que de la réprobation. Je trouve ça juste, dit-il. Ta mère le mérite. Philippe. Camille, ta mère demande la moitié de l'argent que tu m'as caché. De l'argent qui vient du père qu'elle a aidé à t'élever quand il nous a abandonnés. C'est plus que juste. Et si je paie ce million, tu sors de la maison? Ah, non, dis-je en souriant. Si tu paies ce million, je reste dans la maison. Comment ça? Simple. Avec 1 million d'euros, je peux engager des soignants, faire toutes les rénovations nécessaires, et vivre confortablement dans ma propre maison jusqu'à ma mort. Je n'ai plus besoin de partir. Camille devint livide. C'est du chantage. Non, ma chérie. C'est la justice. C'est alors que je pris un autre document du dossier. Mais j'ai une proposition encore meilleure. Quelle proposition? Oubliez la vente de la maison. Oubliez l'argent. Gardez les 2 millions entiers. Les yeux de Camille s'illuminèrent. Et laissez-moi vivre dans ma maison en paix. Sans pression, sans menace, sans délai. Quand je mourrai, la maison sera tout à toi de toute façon. Ça semblait trop simple. Camille se méfia immédiatement. Où est l'entourloupe? Aucune entourloupe. Juste une condition. Quelle condition? Je respirai profondément. C'était l'heure de vérité. Je veux que vous signiez un document renonçant à tout droit sur la maison tant que je serai vivante. Un document qui garantit que jamais vous ne pourrez m'expulser ou forcer une vente. C'est ridicule. Pourquoi on signerait une chose pareille? Parce que, dis-je en sortant le dernier document du dossier, si vous ne signez pas, je vais engager une action judiciaire contestant le transfert de propriété que vous m'avez fait signer l'année dernière. Je leur montrai le document que Maître Bernard avait préparé, une pétition détaillée alléguant coercition morale, abus de personnes âgées, et dissimulation de patrimoine. Avec la lettre d'Henri prouvant que tu as reçu 2 millions d'euros et as malgré cela essayé de m'expulser de chez moi, j'ai une excellente chance d'annuler tout le transfert de propriété. Dans ce cas, la maison redeviendrait 100% mienne. Philippe lisait le document par-dessus mon épaule, et son visage devenait de plus en plus sérieux. Camille, ce document est très bien fondé. Si elle engage cette action, tu peux tout perdre. Elle ne ferait pas ça, dit Camille, mais sa voix ne sonnait pas convaincante. Je le ferai, ma chérie. Et je le ferai, si nécessaire. Le choix est le tien, soit tu signes le document garantissant que je peux vivre dans ma maison en paix, soit tu affrontes un procès judiciaire qui peut te laisser sans maison et sans argent. Camille était coincée et elle le savait. Tous ses coups avaient été anticipés, tous ses plans avaient été démontés. Tu as tout planifié, dit-elle, comprenant finalement. J'ai planifié, oui. Comme toi tu avais planifié de m'expulser de ma maison à Noël pour avoir plus d'argent, même en étant déjà millionnaire. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, pas de tristesse, mais de colère et de frustration. Alors c'était ça? C'était tout un piège? Non, Camille. C'était une leçon. Je me levai et allai vers elle, prenant ses mains dans les miennes. Ma fille chérie, tu t'es perdue. À un moment de ta vie, tu as oublié ce qui compte vraiment. J'avais besoin de te le rappeler. Me rappeler quoi? Que la famille, ce n'est pas l'argent. C'est l'amour, le soin, le respect. C'est protéger ceux qui nous ont protégés, soigner ceux qui ont pris soin de nous. Les larmes venaient maintenant plus fort. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Je pensais que tu serais mieux dans une résidence. Tu pensais que je serais mieux, ou que Théoï tu serais mieux sans avoir à te soucier de moi? Elle ne répondit pas, mais son silence fut une réponse suffisante. Camille, pendant 35 ans, depuis que ton père est parti,
tu as été ma priorité absolue. Chaque décision que j'ai prise était en pensant à toi. Et jamais je ne m'en suis repenti. Mais le moment est venu pour toi d'apprendre à rendre cet amour. Comment? En signant ce document et en me laissant vivre mes dernières années dans la maison que j'ai construite avec tant d'efforts. En me rendant visite non pas parce que tu te sens obligé, mais parce que tu as de la nostalgie. En m'appelant non pas pour résoudre des problèmes bureaucratiques, mais pour savoir comment s'est passée ma journée. Philippe s'approcha de nous. Camille, ta mère a raison. Signe le document. Mais et si elle vit encore 20 ans? On va perdre toute notre chance d'avoir la maison. Et alors, dit Philippe. On a 2 millions d'euros. On peut racheter la maison qu'on veut. C'est alors que Camille comprit finalement. Le problème n'avait jamais été l'argent. Le problème avait été la cupidité, l'égoïsme, le manque d'amour véritable. Elle prit le stylo avec des mains tremblantes et signa le document. Voilà, dit-elle en me tendant le papier. C'est signé. Je pris le document et l'examinai attentivement. Tout était en ordre. Merci, ma chérie. Et maintenant? Maintenant vous partez. Et vous allez beaucoup réfléchir à ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Maman, Camille, ne dis plus rien aujourd'hui. Va chez toi, parle avec ton mari des 2 millions que tu lui as cachés, pensez au genre de personne que vous voulez être. Ils se dirigèrent vers la porte en silence. Les hommes du déménagement les suivirent, clairement soulagés de ne pas avoir apporté quoi que ce soit. Avant de sortir, Camille se tourna vers moi une dernière fois. Tu me pardonnes? Je regardai vers elle, ma fille, ma petite fille, l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour et qui avait failli se perdre dans la cupidité. Je te pardonnerai toujours, ma chérie. Mais plus important que ça, est-ce que tu arrives à te pardonner? Elle ne répondit pas. Elle sortit simplement, fermant la porte derrière elle. Je suis restée seule dans ma maison. Ma maison. Pour toujours. Mais l'histoire ne se terminait pas là. Le véritable cadeau de Noël était encore à venir. 3 jours passèrent depuis la confrontation. 3 jours de silence absolu. Aucun appel de Camille, aucun message, rien. La maison semblait plus silencieuse que d'habitude, mais ce n'était pas un silence triste, c'était la paix de quelqu'un qui avait finalement fait ce qu'il fallait. Le matin du 26 décembre, jour de la Saint-Étienne, je me suis réveillée au son de la sonnette. J'ai regardé l'horloge, il n'était que 7 heures du matin. Qui pouvait bien venir si tôt un jour férié? Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Camille debout à l'entrée. Mais ce n'était pas la Camille cadre des derniers jours. C'était une version que je n'avais pas vue depuis des années, cheveux détachés, sans maquillage, yeux rouges d'avoir pleuré, portant un simple jean et un pull. « Maman, je peux entrer ?» J'ai ouvert la porte sans rien dire. Elle est entrée et est restée debout au milieu du salon, comme si elle ne savait pas quoi faire de ses propres mains. « J'ai fait du café, dis-je. Tu en veux une tasse? S'il te plaît. » Nous sommes allés à la cuisine en silence. J'ai préparé 2 tasses et nous nous sommes assises à la table où, quelques jours seulement auparavant, tout avait commencé. Philippe m'a quitté, dit-elle finalement. Je sentis un serrement dans la poitrine. Même si j'étais en colère contre elle, Camille était encore ma fille, et la voir souffrir me faisait mal. À cause de l'argent que tu as caché? À cause de tout. Il a dit qu'il n'arrivait plus à me faire confiance. Il a dit que si j'étais capable de cacher 2 millions à lui et d'essayer d'expulser ma propre mère de chez elle, j'étais capable de n'importe quoi. Elle prit une gorgée du café avec des mains tremblantes. Il a raison, maman. Je suis devenue une personne horrible. Ce n'est pas vrai, ma chérie. Tu t'es juste perdue. Comment peux-tu dire ça après ce que j'ai fait? J'ai essayé de t'expulser de ta propre maison. À Noël. Des larmes commencèrent à couler sur son visage à nouveau. J'ai passé les 3 derniers jours à revivre chaque moment de ma vie, essayant de comprendre quand je suis devenue cette personne. Et tu sais ce que j'ai découvert? Quoi?
que je n'ai jamais remercié convenablement. Pour rien. Pour m'avoir élevé seule, pour avoir tant travaillé pour me donner une bonne éducation, pour avoir renoncé à ta propre vie pour garantir que j'ai toutes les opportunités. Elle prit ma main par-dessus la table. Tu te souviens quand j'avais 12 ans et que je voulais tellement ce vélo rose que j'avais vu dans la vitrine de Decathlon? Je me souvenais parfaitement. C'était un vélo très cher, bien au-delà de nos possibilités à cette époque. Tu as dit qu'on allait voir si le Père Noël arrivait à s'arranger. Je pensais que c'était juste une façon de me faire accepter un « non ». Mais tu as eu le vélo. Je l'ai eu. Et seulement maintenant, à 45 ans, je comprends ce que tu as fait pour avoir cet argent. Tu as travaillé comme femme de ménage chez tes collègues institutrices pendant toutes les vacances d'été. J'avais oublié qu'elle savait cela. Madame Rousseau me l'a raconté des années plus tard. Elle a dit que tu rentrais à la maison épuisée, avec les mains à vif, mais toujours en souriant quand tu me voyais. C'est ce que n'importe quelle mère aurait fait. Non, maman. Ce n'est pas ça. N'importe quelle mère aurait expliqué qu'on n'avait pas d'argent et c'est tout. Toi, tu as fait l'impossible pour ne pas me décevoir. Elle se leva et commença à marcher dans la cuisine, comme si elle avait besoin de bouger pour réussir à parler. Et quand j'ai voulu faire ce voyage d'échange à Londres à 16 ans? Tu as vendu tous tes bijoux. Tous. Y compris l'alliance de mariage qui était de ta grand-mère. Tu as eu une expérience incroyable dans ce voyage. Je l'ai eu. Et je suis revenu bilingue en anglais, ce qui m'a aidé à obtenir mon premier emploi dans une multinationale. Toute ma carrière a commencé avec ce voyage que tu as rendu possible. Camille arrêta de marcher et me regarda directement. Et à l'université? Quand je voulais étudier le marketing, qui était un cursus cher dans une université privée? Tu as pris un crédit qui t'a pris 10 ans à rembourser. Tu as toujours été très intelligente. Tu méritais d'étudier ce que tu voulais. Je méritais? Maman, je n'ai jamais mérité rien de tout ça. C'est toi qui méritais d'avoir une fille qui te valorise, qui te respecte, qui prenne soin de toi quand le moment serait venu. Les larmes venaient maintenant fort, des sanglots profonds qui semblaient sortir d'un endroit très profond de l'âme. Quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, quand ma carrière a décollé, quand je me suis mariée avec Philippe, j'aurais dû rendre tout ça. J'aurais dû t'emmener voyager dans le monde entier, te donner des cadeaux chers, te choyer comme tu m'as choyé. Camille, laisse-moi finir, s'il te plaît. Au lieu de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à te voir comme un poids. Tes appels me dérangeaient parce qu'ils interrompaient mon travail. Tes visites me stressaient parce que je devais nettoyer la maison. Même les déjeuners du dimanche sont devenus une obligation ennuyeuse. Elle revint s'asseoir, prenant ma main avec plus de force. Et le pire de tout, quand j'ai reçu l'héritage de papa, ma première pensée n'a pas été « maintenant je peux bien m'occuper de ma mère ». Ça a été « maintenant je peux avoir tout ce que j'ai toujours voulu sans dépendre de personne ». L'argent change les gens, ma chérie. Non, maman. L'argent révèle seulement qui on est vraiment. Et j'ai découvert que je suis une personne égoïste, ingrate et cruelle. Nous sommes restés en silence pendant quelques minutes. Dehors, la cloche de l'église de Saint-Cyprien sonnait 8 heures. Tu sais quelle est la partie la plus triste de tout ça, demanda-t-elle. Laquelle? Philippe avait raison à propos d'avoir des enfants. Mais pas pour les raisons qu'il imaginait. Je ne voulais pas d'enfants parce que, au fond, je savais que je serais une mère terrible. Comment est-ce que j'aurais pu enseigner des valeurs comme la générosité et l'amour inconditionnel si moi-même je n'en avais aucune des deux? Tu en as, Camille. Tu as juste oublié pendant un moment. Comment peux-tu en être si sûre? Parce que tu es ici. Parce que tu pleures. Parce que tu regrettes. Les personnes vraiment mauvaises ne font pas ça. Je me suis levée et suis allée jusqu'au placard où je gardais quelques documents importants. De là, j'ai sorti une enveloppe jaunie par le temps. Qu'est-ce que c'est? Ouvre et regarde. Camille ouvrit l'enveloppe et trouva une petite lettre faite avec du papier coloré et une écriture enfantine.
Ses yeux s'écarquillèrent quand elle reconnut sa propre calligraphie. « Chère maman », lut-elle à voix haute, « merci d'être la meilleure maman du monde. Quand je grandirai, je prendrai soin de toi comme tu prends soin de moi. Je te donnerai beaucoup de cadeaux et je ne te laisserai jamais être triste. Je t'aime plus que le chocolat. Camille, 8 ans. » Elle finit de lire et resta à regarder le papier comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. « Tu as gardé ça pendant 37 ans ? » ?»« Je l'ai gardé. »« Et tu sais pourquoi ? » ?»« Pourquoi ? » ?»« Parce que j'ai toujours su que la petite fille qui a écrit cette lettre était encore quelque part en toi. Et j'avais raison. » Camille s'effondra en larmes à nouveau, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement, pas de désespoir. « Qu'est-ce que je fais maintenant, maman ? Comment je répare tout ça ? D'abord, tu te pardonnes. Ensuite, tu décides quel genre de personne tu veux être à partir de maintenant. Et Philippe ? Tu penses qu'il peut me pardonner ? Je ne sais pas, ma chérie. Mais je sais que, indépendamment de ça, tu as besoin de devenir une meilleure personne pour toi-même, pas pour reconquérir quelqu'un. Elle acquiesça, séchant ses yeux avec la manche de son pull. Je peux te poser une question ? Bien sûr. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de la lettre de papa dès le début ? Pourquoi tu as monté tout ce plan élaboré ? Je souris. C'était une question que j'attendais. Parce que si je t'avais simplement confronté avec la lettre, tu aurais inventé une excuse. Tu aurais dit que tu gardais l'argent pour une urgence, ou que tu allais me le dire au bon moment, ou n'importe quel autre mensonge pour justifier tes actions. Et tu avais raison. J'aurais fait exactement ça. J'avais besoin que tu te révèles complètement. J'avais besoin que tu vois toi-même jusqu'où tu étais capable d'aller pour de l'argent. Seulement comme ça tu comprendrais la gravité de ce que tu faisais. C'était cruel. C'était nécessaire. Parfois, ma chérie, l'amour véritable exige des mesures drastiques. Camille resta pensive pendant quelques minutes. Maman, je peux te demander quelque chose ? Quoi ? Tu peux m'apprendre à faire les sablés de grand-mère ? Les mêmes que tu faisais pour moi quand j'étais petite ? Mon cœur se remplit de joie. Bien sûr que je peux. Nous avons passé le reste de la matinée dans la cuisine, en faisant des biscuits de Noël. Camille faisait attention à chaque détail, posant des questions sur les mesures, sur les trucs que ma grand-mère m'avait enseignés, sur comment savoir quand la pâte était au bon point. « Pourquoi tu ne me l'as jamais appris avant ?» demanda-t-elle pendant que nous découpions les biscuits en forme d'étoile. « Parce que tu n'avais jamais montré d'intérêt. Tu étais toujours trop occupée avec d'autres choses. Et maintenant ? Maintenant tu es ici. Présente. Vraiment présente. » Quand les sablés cuisaient, nous nous sommes assises dans le salon en buvant du thé et en parlant vraiment pour la première fois depuis des années. Elle me raconta son travail, les problèmes dans le mariage qui existaient bien avant la question de l'argent, les rêves qu'elle avait abandonnés en chemin. « Tu sais ce que je voulais être quand j'étais enfant ? » demanda-t-elle. « Institutrice, comme moi. » Exactement. « Tu te souviens ? » Je me souviens. Tu jouais toujours à la maîtresse avec tes poupées. Je voulais vraiment ça. Je voulais travailler avec des enfants, faire la différence dans leur vie comme tu as fait dans la mienne. Qu'est-ce qui a changé ? L'université. Les professeurs disaient que le marketing rapportait plus d'argent, avait plus de prestige. Je me suis laissé emporter. Il n'est jamais trop tard pour changer, ma chérie. À 45 ans ? Avec 2 millions en banque mais un mariage détruit et une réputation ruinée ? Surtout à 45 ans. Et surtout avec 2 millions en banque. Imagine combien d'enfants tu pourrais aider avec cet argent. Ses yeux s'illuminèrent pour la première fois depuis qu'elle était arrivée. Tu penses que j'y arriverai ? Monter une école, peut-être ? Ou une crèche pour familles dans le besoin ? Je pense que tu arriverais à n'importe quoi, si tu le voulais vraiment. À ce moment-là, le minuteur du four sonna. Les sablés étaient prêts. Je vais les sortir, dit-elle en se levant rapidement. Attention, ils sont chauds.
Elle revint de la cuisine portant le plateau de biscuits dorés et parfumés. Ils sont parfaits, dis-je. Ils le sont vraiment. Je peux en emporter quelques-uns à Philippe? Ça ne changera peut-être rien, mais au moins il saura que j'essaie d'être une meilleure personne. Bien sûr que tu peux. Elle sépara la moitié des biscuits dans une petite boîte qu'elle trouva dans le placard. Maman, il y a encore une chose que je veux te dire. Dis-moi. Je veux rendre la copropriété de la maison. Je veux signer un document transférant tout à ton nom. Ce n'est pas nécessaire, ma chérie. On a déjà signé l'accord. C'est nécessaire, si. Cette maison est à TOI. Elle l'a toujours été. Je n'ai aucun droit sur elle. Et l'argent de l'héritage? La moitié est à toi, comme tu l'as dit. Papa a travaillé en pensant à nous deux. Je ne veux pas de l'argent, Camille. Alors aide-moi à découvrir la meilleure façon de l'utiliser. Pour faire le bien. Pour honorer la mémoire de papa et pour compenser, même si c'est minimalement, tout ce que tu as fait pour moi. Je suis restée à regarder ma fille, vraiment regarder, pour la première fois depuis des années. La cadre froide et calculatrice avait disparu. À sa place était la petite fille douce et généreuse que j'avais élevée. Tu sais quel est le meilleur cadeau de Noël que tu peux me faire, demandai-je. Lequel? Continue d'être cette personne qui est ici aujourd'hui. Cette fille qui se souvient de qui elle est vraiment. Je promets. Elle se leva pour partir, mais avant d'arriver à la porte, elle se tourna vers moi. Maman, je peux revenir demain? Pour qu'on apprenne à faire un autre plat de grand-mère? Tu peux venir tous les jours, si tu veux. Et, ce serait trop demander si je dormais ici ce soir? Je ne veux pas retourner dans cet appartement vide. Mon cœur se remplit d'une joie que je ne sentais pas depuis des années. Ta chambre est exactement comme tu l'as laissée. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des décennies, je me suis endormie en sachant que ma fille était en sécurité dans la chambre à côté. Et pour la première fois depuis qu'elle était devenue adulte, je n'ai pas eu besoin de me demander si j'avais bien éduqué un enfant ou créé une étrangère. Aujourd'hui c'est un samedi de juin, et je suis dans le jardin de ma maison en train de m'occuper des rosiers. Camille est dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Tous les samedis elle vient déjeuner avec moi, et à chaque fois elle apporte une nouvelle recette qu'elle veut essayer. Philippe n'est pas revenu avec elle. Le divorce a été finalisé le mois dernier, mais ce fut à l'amiable. Ma fille n'est pas triste. En fait, je ne l'ai jamais vue aussi épanouie. Il y a 3 mois, elle a ouvert une crèche dans le quartier de Minimes, une des zones les plus défavorisées de Toulouse. La crèche Petit Espoir accueille 60 enfants gratuitement. Camille a investi 1 million d'euros de sa propre poche pour équiper l'endroit. L'autre million? Nous avons créé ensemble un fonds de bourse d'études pour jeunes défavorisés. Nous l'appelons Fonds Henri Dubois. Maman, crie Camille de la fenêtre. Le déjeuner est prêt. Pendant le repas, elle me raconte les enfants de la crèche. Ses yeux brillent quand elle parle d'eux. C'est le même éclat qu'elle avait quand elle était petite. Après le déjeuner, nous nous asseyons dans le jardin pour prendre le café. Maman, je peux te raconter quelque chose? Toujours. La semaine dernière, une mère m'a dit que sa fille voulait être comme moi quand elle grandira. J'ai réalisé que j'étais finalement devenu quelqu'un qu'un enfant aimerait imiter. Je pris sa main avec tendresse. J'ai toujours été fière de toi, ma chérie. Ah, avant que j'oublie, dit Camille en sortant une enveloppe colorée. J'ai apporté quelque chose pour toi. Dans l'enveloppe, une petite lettre, chère maman, merci d'être la meilleure maman du monde. Maintenant que j'ai grandi, pour de vrai, je vais prendre soin de toi comme tu as pris soin de moi. Je t'aime plus que tout au monde. Camille, 46 ans. C'est le cadeau de Noël le plus beau que j'ai jamais reçu, dis-je. Mais ce n'est pas Noël, maman. Pour moi, tous les jours avec toi ici sont Noël. Maintenant, assise dans mon jardin, dans ma maison, à côté de ma fille qui est finalement revenue à la maison aussi, je peux dire avec certitude,
ça a été le meilleur Noël de ma vie. Parce que j'ai appris que la famille, ce n'est pas le sang ou l'obligation. C'est le choix. Et ma Camille a choisi de revenir à la maison. Pas à la maison de briques et de bois, mais à la maison du cœur. Et cette maison-là, elle peut l'habiter pour toujours. Vous savez, parfois la vie nous oblige à prendre des décisions qu'on n'aurait jamais imaginé devoir prendre. Peut-être que certains d'entre vous vivent quelque chose de similaire, des enfants qui ont oublié la valeur de la famille, des petits-enfants qu'on ne connaît pas bien. Si mon histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre, racontez-moi dans les commentaires, auriez-vous eu le courage de faire ce que j'ai fait? Ou peut-être avez-vous vécu quelque chose de semblable? Ne gardez pas ça pour vous. Partagez vos expériences. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul dans ce voyage, c'est déjà un grand soulagement. Et si vous voulez continuer à écouter des histoires qui parlent au cœur de ceux qui ont beaucoup vécu, abonnez-vous à la chaîne. Après tout, nos histoires méritent d'être racontées et entendues. Que auriez-vous fait à ma place ?